Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo du confiné de droite, confiné au Maroc, à Rabat. Alors je me plains pas, je suis chez ma mère, donc tout se passe bien. C'est un confinement en famille, on va dire. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de deux impressions que j'ai eues en parcourant un peu le marché, le seul marché où j'ai le droit de me rendre, qui est pas loin de ma résidence ici. Et puis deux autres points plus on va dire de structure ou plus de fond. Donc le premier point, ce matin j'ai fait des courses rapidement et j'ai vu comment dirais-je, une certaine une bonne humeur parmi soit les vendeurs, le personnel du supermarché et les clients. On a l'impression que le confinement a aboli, ou du moins atténué comment dirais-je, les différences sociales. La lutte des classes est entre parenthèses. C'est la première fois que je vois ça depuis un bout de temps au Maroc. Je me rends 2-3 fois par an et je sentais toujours la colère sociale monter, les inégalités se creuser, mais surtout cette colère sociale qui est souvent sourde, qu'on voit dans les regards, dans certaines attitudes. Et là, j'ai retrouvé une courtoisie, une bonhomie, une bienveillance que je n'avais pas vue ici depuis un bout de temps, surtout dans des ambiances que je déteste personnellement, ce sont celles des hypermarchés, climatisées, refroidies, aseptisées, stressantes en tout cas. Et là, je me rends compte bon, il y a une espèce comment dirais-je, de retour. Oh, la police passe. On va rendre nos hommages d'ailleurs à la police marocaine qui fait un travail formidable pour rendre ce confinement le plus humain et le plus acceptable possible. Donc je vous disais, hein, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'abolition de la courbe, de la tendance naturelle qui allait vers une aggravation des ressentiments sociaux, de la peur du riche vis-à-vis du pauvre et du ressentiment du pauvre vis-à-vis du riche. C'est peut-être ça le confinement, une de ses rares vertus, c'est de mettre tout le monde en égalité devant le Léviathan, devant la force de l'État, qui a le monopole de la violence légitime et surtout le monopole de garantir la sécurité de tout le monde, la protection de tout le monde. Est-ce que cette impression va être confirmée demain et après-demain lors de mes sorties? Je n'en sais rien, je l'espère. Et voilà, ça valait le coup d'être noté. Deuxième point, je me documente un petit peu par rapport à l'aspect, on va dire, de la pandémie, de la propagation de cette épidémie, de sa dynamique. Et j'entends déjà quelques voix remettre en cause les statistiques, notamment le calcul du taux de mortalité, qui serait largement exagéré en ce qui concerne l'Italie. Alors encore une fois, je ne suis pas médecin ni spécialiste de l'infectiologie, ni spécialiste de la gestion des crises humanitaires ou sanitaires. Je me refuserai à faire des commentaires, mais je dis juste attention. J'espère que les statistiques sont bonnes et qu'elles sont correctes, parce que si elles ne sont pas exactes, eh bien nous courons le risque de donner le coup de grâce à la science moderne. Parce que là, les gens, ils sont affolés, ils sont en panique, voire en état d'hystérie, de par le monde. Hein. Ils sont confinés chez eux, ils vont payer un prix très lourd d'un point de vue économique. La récession sera très importante, très significative. Hein. On est vraiment dans des circonstances réellement exceptionnelles d'un point de vue historique. Eh bien, j'espère qu'on le fait pour des bonnes raisons. Il ne faudra pas venir nous dire dans 15 jours, dans un mois, qu'on s'est trompé dans le calcul du taux de mortalité en Italie, par exemple, et que les Italiens calculaient mal, faisaient mal les statistiques. Vous avez une définition trop large des gens qui sont touchés par le coronavirus. Voilà, des choses comme ça que j'entends. Que la base de calcul, vous savez, la fraction, il y a en haut et en bas. Que le dénominateur soit réellement les cas dépistés, et non pas les cas avérés. Parce que si on limite le calcul du taux de mortalité au nombre de morts sur le nombre de cas avérés, évidemment, il va être gonflé. Parce que les cas avérés, on ne les connaît pas tous, puisqu'on n'a pas fait de dépistage. Il y a plein de gens qui ont le coronavirus qui sont réellement ils sont hors du radar. Donc le taux de mortalité, à mon humble avis, encore une fois, moi je ne suis pas statisticien ni médecin, ce serait le nombre de décédés divisé par le nombre des cas dépistés. Voilà, donc dans les cas dépistés, vous avez les cas graves, vous avez les cas avérés, et vous avez tous les cas, tous ceux qui sont porteurs du virus. Or aujourd'hui, me dit-on, on calcule le taux de mortalité un peu n'importe comment, sur la base des gens qui sont déjà à l'hôpital ou confirmés. Ben évidemment, ça gonfle. Et ça nous fait prendre des décisions extrêmement graves, extrêmement lourdes de conséquences sur des prémices, des hypothèses qui sont très, me semble-t-il, hein, qui sont très légères. Voilà. Encore une fois, je ne retire pas la gravité de la situation, la gravité de la létalité du coronavirus,
Mais j'espère qu'on ne va pas avoir un autre scandale après, qui ce serait le scandale de la science, où on n'aurait pas su expliquer en 2020 faire un calcul. On n'aurait pas su faire un calcul simple, mathématique, pour nous dire quel est le taux de mortalité, puis les prévisions derrière sur la courbe de la propagation du virus. J'espère que ça ne se produira pas. Pourquoi? Parce que je suis très inquiet, puisque la science moderne, c'est pas qu'elle recule. C'est pas que la science moderne, elle recule, c'est qu'elle est de moins en moins bien servie. Vous voyez Greta qui parle au nom de la science, au nom du GIEC, au nom des climatologues, c'est une atteinte à la science. On n'est même plus capable de mettre un scientifique devant la population pour lui expliquer ce que c'est que le climat et son mouvement. Donc si on a une crise, si on a un scandale avec cette histoire de coronavirus, je pense que la science aura reçu un coup de marteau à sa crédibilité, à son prestige, et après il y aura des fake news. Parce que les fake news ne naissent que dans un écosystème où la parole d'en haut, la parole scientifique, la parole autorisée, elle ne vaut plus rien. J'espère qu'on n'arrivera pas à cette extrémité. Bon, là j'en ai fini avec les observations d'ambiance. Deux points importants qui m'ont marqué ce week-end, et je vous en parle aujourd'hui, mardi. Le premier, c'est cette espèce de vidéo qui est circulée sur Twitter, où un chauffeur Uber, ou je sais pas, un VTC à Paris, aurait croisé Éric Zemmour, et il lui a lancé maintenant vous n'avez plus rien à faire, maintenant vous ne pouvez plus critiquer l'islam à cause du coronavirus. Voilà. Je ne me rappelle pas très bien des paroles, mais c'est à peu près ça. Alors je voudrais dire deux choses là-dessus. Zemmour, d'abord, il ne défend pas, son problème, c'est pas seulement l'islam. Bien sûr qu'il est, je ne pense pas qu'il soit islamophile, loin de là. C'est son droit. Moi, chacun, on est encore dans un monde de liberté d'expression et de conscience et d'opinion. Donc s'il n'aime pas l'islam, peu m'importe. Mais le combat de Zemmour, c'est pas l'anti-islamisme. Le combat de Zemmour, c'est sauver la France. Et sauver la France, c'est pas seulement sauver l'économie française ou sauver la République française. C'est sauver vraiment le peuple français. Parce que ce peuple français, il a rendu un grand service à l'humanité, et notamment à nous autres musulmans. S'il y a aujourd'hui 10 millions de musulmans en France, 6 ou 10 millions, je ne sais pas, personne ne le sait d'ailleurs, s'il y a aujourd'hui 10 millions de musulmans en France, ils sont venus chercher les bienfaits de ce peuple français. Je ne parle pas des bienfaits des allocations sociales ou de ces choses-là, les HLM ou autres. Non, non, je parle de gens sérieux, éduqués, ou qui veulent s'en sortir dans la vie, des gens qui produisent, qui sont venus chercher en France, qui n'ont pas trouvé au Maghreb, en Afrique. C'est-à-dire un pays largement honnête, un pays où les règles du jeu sont claires, prévisibles, où l'État fonctionne, un pays démocratique où il y a des libertés. Et puis une économie du G7. D'accord? Une économie. Dois-je rappeler que le PIB de l'Île-de-France est supérieur au PIB du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. L'Algérie, malgré ses hydrocarbures. Donc vous avez le PIB de 10 à 11 millions d'habitants qui est supérieur au PIB de quoi? 70 millions d'habitants de l'Afrique du Nord. C'est pour ça que les gens vont en France. Musulmans, hindouistes, sri-lankais, russes ou autres. Ils vont chercher ce dynamisme français. Et ce que veut ce dynamisme français qui se traduit dans l'activité économique et la qualité de vie. D'accord? C'est pas que les allocations, la France. Donc, ce que veut Zemmour, c'est protéger ça. Parce qu'il sait très bien que le PIB et tout ça, ça dépend du moral du peuple, et du caractère moral du peuple, et du tempérament de ce peuple, et des valeurs qui régissent ce peuple. Parce que si le peuple il est fatigué de naissance, il est démoralisé, il n'a pas le moral, il ne va pas faire des start-up. Il ne va pas inventer le Concorde, il ne va pas faire le nucléaire dans les années 70, alors que le monde n'y croyait pas. Les Français ont fait le miracle du nucléaire dans les années 70, parce que les Saoudiens, tout ça, l'OPEP en général, a coupé les vannes du pétrole. C'est ça le génie français. Ce que veut Zemmour, c'est sauver le génie français. Dedans, l'islam ou pas, c'est un point secondaire. Le vrai débat, c'est sauver le génie français. Et donc, nous devrions faire attention à ce génie français. Nous autres musulmans d'Europe, on va dire, il ne faut pas qu'on casse le jouet. Il ne faut pas qu'on casse l'Europe occidentale, parce qu'après, on n'aura plus où aller. On ne veut plus revenir dans nos pays d'origine, il faut bien qu'on aille quelque part. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ne pas se tromper sur le combat de Zemmour, même si j'admets qu'il peut avoir des relents islamophobes, et moi ça ne me gêne pas, parce que l'islam d'une part est extrêmement fort, même en France, donc ce n'est pas Zemmour qui va menacer l'islam. Et puis, deuxième point, liberté d'expression et de conscience. Si Zemmour n'est pas d'accord avec l'islam, c'est son droit, et moi je le respecte pour ça aussi. Au moins lui, il a le courage de ses opinions. Au moins lui, ça c'est un courage qui se perd pas tant qu'il peut. Deuxième point, bon, on nous dit
on cesse de parler de la menace islamiste, de l'hydre islamiste, comme disait monsieur Macron, à cause ou grâce au coronavirus. D'accord, mais bon, la question à poser, c'est pas ça. La question à poser, c'est si on veut rester, si on veut vraiment reprendre le message de ce chauffeur de VTC à Zemmour, la question que j'aimerais poser à ce chauffeur, mais qu'est-ce que font, ou qu'est-ce que fait l'islam en France par rapport au coronavirus? Quelle est la contribution de la communauté musulmane à la lutte contre le coronavirus? Moi, je n'ai pas vu d'imam de France, de Seine-Saint-Denis, de Vénissieux ou de Marseille, s'adresser aux jeunes des quartiers pour leur demander de respecter le confinement. Si ces cas-là existent, envoyez-les-moi par Twitter et je serai le premier à faire ici une communication sur le sujet. Moi, je n'ai pas vu les leaders, le conseil des cultes et tout ça, les leaders de la communauté musulmane, s'exprimer, demander aux jeunes de respecter la gravité de la situation et de respecter le confinement. Moi, j'ai vu des vidéos, les flics se faisaient insulter par des jeunes des quartiers. C'est ça que j'ai vu. Bon, après, vous pouvez me dire que les vidéos ne résument pas la situation, mais bon, c'est viral, ça crée une perception qui devient une perception dominante. Ça crée une réalité dans les esprits des gens. Moi, j'aimerais bien que la communauté musulmane de France soit en avant-garde du respect du confinement et de la lutte contre le coronavirus. Et puis, il n'y a pas que le confinement. Moi, j'aimerais bien voir, je ne sais pas moi, les associations cultuelles musulmanes de France, je ne sais pas, offrir du transport gratuit pour les médecins et les infirmières. Ok, il y a des vannes, il y a des estafettes, ils peuvent les utiliser. J'aimerais bien voir Uber offrir des courses gratuites aux médecins, aux urgentistes, aux forces de l'ordre, à tous ceux qui sont sur le qui-vive. Si c'est le cas, passez-moi l'information, j'en parlerai. Mais c'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est pas s'en prendre à Zemmour ou demain dire ah Israël nous en veut, ou les Américains nous en veulent, ou le monde occidental nous en veut, tout le monde est raciste, tout le monde est islamophobe. Non, non. Le débat, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut nous faire maintenant. C'est ici le maintenant qui importe. C'est pas ce qui s'est passé il y a 2000 ans ou ce qui se passe, dans notre imagination. Il y a un problème, le coronavirus. Qu'est-ce qu'on fait chacun de son côté? Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Oui, j'avais oublié quelque chose. J'aimerais bien que le remède au coronavirus soit découvert dans un pays musulman. Quel beau message aux islamophobes du monde entier. Là, on pourra dire, voilà, nous les musulmans, nous sommes utiles à l'humanité. Voilà, nous avons réglé le problème du coronavirus. J'aimerais bien que cette invention se passe au Moyen-Orient, en Indonésie, en Malaisie, au Pakistan. Je ne sais pas où, enfin, je prends des exemples comme ça. Je prends des pays qui ont déjà une assise économique importante ou des moyens financiers. J'aimerais bien que nous soyons connus pour avoir sponsorisé ou même créé sponsorisé les équipes qui auront inventé le remède au coronavirus, ou sponsoriser leur recherche. Et non pas que nous soyons connus pour financer des équipes de foot. Ou acheter à des milliards d'euros les droits de retransmission de foot. Ou pour mettre en place des stades sur la mer. Je pense au Qatar. Des stades qui seront démantelés à la fin de la Coupe du Monde. Des stades qui auront une durée de vie de 1 mois ou 2 mois. J'aimerais bien que nous soyons reconnus et respectés par le monde entier pour des choses sérieuses. Des choses réellement qui aident l'humanité et non pas pour la futilité du foot ou la futilité des plus grands gratte-ciel du monde. Je pense à mes amis du Golfe Persique. Voilà, c'est ça. Si nous sommes vraiment des musulmans fiers de nous et de notre civilisation, et moi j'ai un pied dans cette civilisation musulmane et un pied dans la civilisation européenne, mais moi en tant que musulman je dis, les gars, mais c'est ça qu'il faut aspirer. Il faut avoir l'audace de rêver de ça, d'apporter au monde ce remède-là au coronavirus. C'est ça qu'il faut aspirer. C'est à ça qu'il faut aspirer. Et non pas nous dire, oui, Zemmour est méchant, Israël est méchant, le coronavirus est une invention de Dieu contre le Chinois, mais on est délirant. C'est n'importe quoi. Il faut qu'on augmente notre niveau, il faut que nous soyons exigeants avec nous-mêmes. Il faut que le niveau augmente chez nous. Si on veut un jour donner un message au monde qui soit réellement un message positif, et non pas un message comme vous le savez, qui malheureusement, vraiment, il m'attriste de tout ce que vous voyez, de tout ce qui est associé à l'islam, et je ne vais pas revenir là-dessus. Deuxième point, dans mes échanges récemment avec des amis, des collègues sur Facebook, on me dit, oui, il ne faut plus parler d'islam, d'islamisme, de civilisation, il faut juste parler du coronavirus, on ne veut plus entendre parler que de ça. Ok, bon, sur le coup, on n'aime pas prendre de feedback, mais c'est vrai, il faut savoir recevoir un feedback, sinon il n'y a plus de vie en société. Moi, j'apprécie tous les feedbacks, réellement.
Surtout quand ils viennent d'amis proches, parce que là, on a une intimité qui permet de se dire les choses sans embâche. J'ai remercié ces amis-là d'ailleurs pour leur feedback. Et puis j'ai commencé à réfléchir sur le sujet. Je me suis dit finalement, il y a un affolement aujourd'hui, certainement justifié, on verra après. Je reviens à l'introduction de mon propos. J'espère qu'on est affolé pour les bonnes raisons, pour les bonnes stats et les bonnes mesures. Il y a un affolement aujourd'hui par rapport au coronavirus qui tue, effectivement, qui est quelque chose d'invisible, un virus, mais on n'a jamais eu d'affolement par rapport à des choses qui sont visibles, qui ont un nom, un prénom, une adresse, des capitales qui les défendent, et qui tuent aussi, et qui tuent autant, voire plus que le coronavirus. Je pense, par exemple, à la drogue. Je pense aussi à l'infection islamiste en Europe. Je ne fais pas une fixette sur le sujet. Ce que je veux vous dire, c'est que ce moment dit quelque chose de nos valeurs morales, de nos priorités. Donc nous bloquons l'économie de la France, l'économie du monde, par rapport à un virus qui a une dangerosité, qui est avérée, mais bon, le taux de mortalité n'est pas non plus stratosphérique, on parle de 1, 2, 3%. Et nous refusons de prendre des mesures drastiques qui nous font mal, tout comme le confinement aujourd'hui, par rapport au terrorisme et à l'infection islamiste. Qu'est-ce que cela veut dire à mon avis? Cela veut dire que nous nous résignons à perdre notre mode de vie. Nous ne voulons plus défendre notre civilisation. C'est-à-dire la vie en commun, le mode de vie. Vous ne pouvez pas avoir un mode de vie tout seul. Vous avez un mode de vie avec vos voisins. Il faut qu'il soit partagé. Vos voisins, votre quartier, votre peuple. Eh bien ça, nous ne voulons plus le défendre. Parce que tous ceux qui crachent sur ce mode de vie, ceux qui crachent sur notre civilisation, qui empêchent le vivre ensemble, le fameux vivre ensemble, qui refusent la mixité, qui ensauvagent la société, qui refusent la laïcité, j'en passe. Tout cela, ils vivent dans l'impunité. Et eux, ils ne se font jamais opposer le droit de fermer les frontières. Ils ont face à eux une justice qui est pleine de mansuétude, et j'en passe. Par contre, un virus qui s'en prend juste aux êtres humains, là, on se met en alerte maximale. Nous voulons défendre notre corps misérable et médiocre, parce que sans la société, notre corps ne vaut pas grand-chose. Parce que sans la société, sans la vie en commun, notre vie est médiocre, elle est limitée. C'est une vie diminuée. Finalement, nous avons accepté d'avoir une vie diminuée, c'est-à-dire consommer, acheter des iPhones, aller au marché, poser des RTT, aller en vacances en Thaïlande ou à Punta Cana une fois par an, et puis c'est tout. Si le mode de vie français s'en va, ben oui, il n'y a rien à faire. Si le paysage humain, le paysage des saveurs, des goûts, le paysage architectural, le paysage de la nature change, si la France est défigurée, ben on dit oui, ben on se résigne. Eh bien, nous sommes peut-être déjà morts en tant que civilisation. Et la seule chose qui nous intéresse encore, c'est notre nombril. Nous appelons ça l'individualisme, mais quel individualisme c'est? C'est même pas parce que l'individualisme, c'est beau quand c'est une vie qui est exaltée. Quand nous fabriquons une race de héros, quand je dis race, je ne suis pas dans le domaine racial, je suis dans le domaine vraiment de la lignée. Une génération de héros, des corps magnifiques, des gens qui rêvent de grandeur, des gladiateurs, vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui font du beau, de l'esthétique. Là, au fait, qu'est-ce que nous sommes en train de défendre? C'est notre petit train-train quotidien. En fait, nous voulons survivre jusqu'au dernier moment du naufrage. Quel naufrage? Le naufrage de la civilisation occidentale. Je peux me tromper, évidemment, là ici je ne fais que des spéculations, mais réfléchissez avec moi. Au prix que nous allons tous payer d'un point de vue économique, d'un point de vue des libertés, avec ce confinement. Je vous dis, pour un virus qui tue relativement peu. Alors que nous avons des menaces réelles, sérieuses, palpables au sein de la maison, pas à Casablanca ou à Alger, en Seine-Saint-Denis, au cœur de Paris, et nous ne faisons rien ou presque rien. La seule lecture que je vois, c'est cette dichotomie entre l'individu qui vit une vie médiocre, consumériste, matérialiste, futile, et la civilisation qui est ce qu'il est de plus noble. Et je vous renvoie aux paroles prophétiques de M. Macron pendant sa campagne électorale au présidentiel où il a dit « Il n'y a pas de culture française ». Eh bien, je rends à M. Macron, je lui réponds ben, s'il n'y a pas de culture française, M. Macron, à quoi ça sert d'avoir un peuple français? À quoi bon défendre ce peuple français? Puisqu'un peuple sans culture, à mon avis, n'est plus un peuple. Il peut disparaître. Le peuple, ce qui est de plus noble, c'est sa culture, dont les valeurs, les modes de vivre, les croyances, les valeurs de chevaleresque, la noblesse d'âme. C'est ça un peuple. Sinon, c'est une horde humaine. C'est une horde humaine qui consomme. Alors nous sommes une horde humaine maintenant
qui avons des Android, des Samsung ou des choses comme ça, mais nous sommes au stade de la horde. C'est ça qu'il faut comprendre, monsieur Macron. Et donc, quand vous dites que nous sommes en guerre en tant que peuple, c'est-à-dire société, culture, croyance, passé, ou bien en tant qu'individus qui veulent sauver leur nombril et leur droit à la jouissance. Comprenez-moi bien, moi je ne suis pas un père fouettard, moi je m'en fous d'être... je ne suis pas un réactionnaire, moi la liberté sexuelle, moi j'applaudis, c'est pas le problème. Ça, le consumérisme, moi aussi j'aime bien les produits chinois. Mais ce que je veux vous dire, c'est quand même, c'est le niveau, c'est nos priorités. Nous avons une pyramide de Maslow inversée. Nous avons mis les choses les plus futiles au sommet de la pyramide. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, depuis que l'homme est l'homme, depuis que nous avons une histoire, c'est-à-dire depuis le début de l'écriture, nous savons que les peuples qui ont fait quelque chose de grandiose, et puis ceux qui ont survécu, qui ont eu une permanence, ce sont ceux qui ont défendu leur civilisation. Est-ce que nous sommes en train de défendre la nôtre? J'en doute beaucoup. Bon, à demain peut-être, ou à très bientôt. Dès que j'ai un peu de matière, je n'hésiterai pas à vous donner rendez-vous sur Twitter et puis sur YouTube. Merci, prenez soin de vous, restez confinés, que Dieu nous aide et nous préserve. Au revoir.